Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet aussi complexe que crucial, les risques pénaux qui pèsent sur les dirigeants d'entreprises en France. C'est un véritable champ de mine juridique et bien le comprendre, c'est tout simplement essentiel pour ne pas y laisser des plumes. On a souvent tendance à penser que les plus grands dangers pour une entreprise viennent de l'extérieur, la concurrence, une crise économique. Mais si en réalité la menace la plus insidieuse venait de l'intérieur, de celles et ceux qui tiennent les rênes? C'est exactement la question que pose le droit pénal des sociétés. Alors, de quoi parle-t-on au juste? Attention, il ne s'agit pas de simples erreurs de gestion ou de petites infractions administratives. Non, on parle ici d'infractions pénales sérieuses considérées comme une véritable trahison de la confiance placée dans les dirigeants par l'entreprise elle-même. L'idée, au fond, c'est ça, protéger le patrimoine, l'intégrité et l'avenir de la société contre les agissements de ceux qui sont censés la faire prospérer. C'est un peu un garde-fou, un mécanisme de défense pour s'assurer que l'intérêt de l'entreprise passera toujours avant les intérêts personnels des dirigeants. Bon, entrons dans le vif du sujet. Il existe 3 grandes infractions qui reviennent tout le temps. Ce sont vraiment les risques les plus courants, ceux qui peuvent survenir à n'importe quel moment de la vie d'une boîte. Ah, l'abus de biens sociaux. C'est sans doute l'infraction la plus célèbre du droit des sociétés français. L'idée est assez simple à comprendre. C'est quand on utilise les ressources de l'entreprise pour son propre profit, et non pour celui de la société. Un exemple tout bête, payer ses vacances perso avec la carte de crédit de l'entreprise. Voilà, c'est ça, faire passer ses intérêts avant tout le reste. Et là, faut bien comprendre qui est dans le viseur. La loi cible, bien sûr, les postes officiels, gérant, président, directeur général, mais, et c'est un point vraiment essentiel, elle ne s'arrête pas là. Elle inclut aussi ce qu'on appelle les dirigeants de fait, c'est-à-dire toute personne qui, même sans avoir le titre sur sa carte de visite, agit et prend des décisions comme si elle était le patron. Personne n'est vraiment à l'abri. C'est vrai que la frontière peut parfois sembler un peu floue. Alors, mettons les choses au clair. Utiliser les fonds de la boîte pour rembourser un prêt personnel, c'est un abus. Point. Lancer l'entreprise sur un nouveau marché un peu risqué, ça c'est de la gestion. Même si ça ne marche pas, l'intention n'est pas la même. Toute la différence se joue sur ce point. Est-ce que l'acte a été fait dans l'intérêt de la société ou pour un bénéfice personnel? Alors là, petit point technique, mais il est vital. La prescription. Pour l'abus de biens sociaux, le délai de 6 ans pour porter plainte ne démarre pas au moment de l'acte, non. Il démarre le jour où l'on découvre le pot rose. C'est une particularité énorme qui veut dire qu'une vieille affaire peut ressurgir des années plus tard. Heureusement, pour éviter l'insécurité juridique totale, il y a un délai maximum absolu de 12 ans. Après ça, c'est fini. Passons à la deuxième infraction majeure, la distribution de dividendes fictifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est faire croire que l'entreprise est hyper rentable alors que ce n'est pas le cas. On va puiser dans le capital, dans les réserves, pour verser de l'argent aux actionnaires, alors que ce n'est pas de l'argent réellement gagné. On affaiblit la société et on ment à tout le monde sur sa santé financière. Et enfin, la troisième grande infraction. Ici, l'objectif est limpide, cacher la vérité. On présente des comptes qui ne reflètent tout simplement pas la réalité. Ça peut être pour cacher des pertes, gonfler artificiellement les résultats, mais le but final est toujours le même, tromper les actionnaires, les banquiers, le public. L'intention de tromper est vraiment au cœur de ce délit. Bon, et alors, qu'est-ce qu'on risque, concrètement? D'abord financièrement pour la personne. Pour chacune de ces 3 infractions, l'amende maximale standard peut grimper jusqu'à 375 000 €. Et le risque n'est pas que financier. Loin de là, il y a aussi la prison. La peine maximale encourue est de 5 ans d'emprisonnement. On parle donc de conséquences personnelles qui peuvent être extrêmement lourdes. Ce tableau résume bien les choses. On voit qu'il y a une vraie cohérence. Qu'il s'agisse de piocher dans la caisse, d'inventer des profits ou de mentir sur les chiffres, la sanction de base est la même. 5 ans de prison, 375 000 € d'amende. Le message du législateur est fort. Pour lui, ces 3 atteintes à la confiance se valent en termes de gravité. Allez, on change un peu d'angle maintenant. Le risque pénal, il n'est pas constant. Il évolue avec l'entreprise. Et il y a des moments charnières, des étapes clés, qui sont de vrais nids à problèmes juridiques. De sa naissance à sa mort, chaque étape de la vie d'une société a ses propres pièges. Dès la création, par exemple, le risque c'est de gonfler la valeur d'un apport pour faire croire que le capital est plus solide qu'il ne l'est. Pendant une assemblée générale, ça peut être d'empêcher un actionnaire de voter ou de s'exprimer. Et même à la toute fin, au moment de la liquidation, le risque de voir les derniers actifs s'évaporer est bien réel. Une entreprise, ce n'est pas une boîte noire opaque. Il y a des mécanismes de contrôle, des gardiens internes et externes. Eh bien, chercher à entraver leur travail, ce n'est pas juste une mauvaise idée, c'est un délit pénal à part entière. Le principe de la loi, il est sans aucune ambiguïté là-dessus. Ces organes de contrôle sont vitaux pour la bonne gouvernance et la confiance des partenaires. Leur mission est sacrée. Essayer de leur mettre des bâtons dans les roues ou de leur mentir est donc directement puni par la loi. Prenons le cas le plus connu, celui du commissaire aux comptes, le fameux CAC. Ne pas en nommer un quand la loi l'exige.
Oublier de l'inviter aux assemblées générales, lui cacher des documents ou, pire encore, lui donner de fausses informations. Eh bien, chacun de ces actes est une infraction bien spécifique, avec ses propres sanctions. Les chiffres parlent d'eux-mêmes et montrent à quel point la loi prend tout ça au sérieux. Regardez, l'acte le plus grave, c'est d'empêcher le commissaire aux comptes de faire son travail. Ça peut aller jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Le message est très clair, le contrôle externe, c'est un pilier de la gouvernance et on n'y touche pas. Bon, pour finir cette analyse, essayons de synthétiser les grands principes qui se cachent derrière toutes ces infractions. Ce sont vraiment les règles du jeu à garder en tête pour naviguer dans cet environnement complexe. Voilà, ça c'est peut-être le point le plus crucial de tous. On parle ici de l'élément moral. Pour la plupart de ces délits, une simple erreur, une négligence, ça ne suffit pas. L'accusation doit prouver que le dirigeant a agi de mauvaise foi, c'est-à-dire qu'il savait très bien qu'il faisait quelque chose d'illégal ou de nuisible pour sa société. Donc, si on devait résumer, il y a 4 points essentiels à retenir. Primo, l'intention est la clé de tout. Secondo, les peines pour les délits les plus graves sont standardisées et très lourdes. Tertio, le dirigeant n'est pas le seul à risquer gros, l'entreprise elle-même peut être lourdement condamnée. Et enfin, méfiance avec les délais de prescription qui sont un vrai piège. Et tout ça nous amène à une dernière réflexion. Diriger une entreprise, par définition, c'est prendre des risques, faire des choix qui ne sont pas toujours faciles. Mais où se situe précisément la ligne de partage entre une décision de gestion qui se révèle être mauvaise et une véritable infraction pénale ? C'est une question qui montre bien toute la complexité et les enjeux immenses de la responsabilité d'un dirigeant. Merci d'avoir suivi cette analyse.